Duel, merci d'accueillir Arthur Pellen pour l'affirmative et Céline Cabioche pour la défense. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, cher public, lorsque j'ai découvert le sujet de cette finale, j'avoue avoir été attristé. Comment en effet ne pas s'émouvoir et même verser une petite larme devant la monomanie du comité organisateur? 2 saisons de ce concours, 6 sujets au total, et pourtant, si souvent, cette même obsession, manger, manger, manger. Parce que le constat est là, fatal, implacable. Après le Kouign-Amann et le phare breton en première saison, on a eu le droit cette année à César et sa salade, et maintenant la cuisson de l'avocat. C'est bien simple, j'ai plus l'impression de réciter une liste d'ingrédients qu'une liste de sujets. Je ne pensais pas, en m'inscrivant à Star Droit, participer à Top Chef. L'appétence culinaire émanant de ces sujets semble prendre le pas sur l'appétit de nos phrasés. Dès lors, prenons tous garde de conserver la verve fine et ne pas se laisser entraîner dans les méandres des cuisines. Car l'écueil classique dans lequel on voudrait nous piéger est de réciter une recette plutôt que faire un plaidoyer. Cela dit, je serais de mauvaise foi si je ne soulevais pas une différence notable avec les sujets précédents. On parle enfin de droit, et même de profession juridique. On nous demande à nous, candidats, étudiants, de nous faire juges des avocats, de leur utilité et du lien entre ce qu'ils peuvent raconter et le sort de leurs clients. Sans doute voit-on dans ce concours un moyen de redorer un peu l'image de la formation juridique à la brestoise. Il est vrai que seulement 14 admis au CRFPA cette année, c'est bien peu pour notre trilogie, et qu'un peu de publicité dans ces circonstances n'est jamais la malvenue. Mais au fond, doit-on réellement faire la publicité des avocats? Je sens que la question divise au sein du jury. Tout le monde n'est pas d'accord, et pour cause. Elle est tout à fait légitime. Sortons des doubles sens culinaires. Concrètement, l'accusé est-il vraiment cuit lorsque son avocat n'est pas cru? La parole de l'avocat est-elle la seule à même de faire primer la vérité de l'accusé? Car c'est le but de tout procès, dans notre vision inquisitoire de la justice. Faire éclater la vérité, la pure et simple vérité. Un beau parleur enrobé ne devrait pas être aussi indispensable que cela. L'avocat n'est-il pas cette espèce de Don Quichotte qui, à grands coups d'effet de mancha, vient brasser plus d'air que les moulins qu'il prétend vouloir convaincre? À l'heure où l'ubérisation touche même le droit, où la pratique judiciaire fait que les plaidoiries tendent à se raccourcir, voire à disparaître, on peut effectivement penser que l'avocat est une espèce en voie de disparition et qu'on assiste finalement au dernier chant émanant du blanc jabot de ce signe noir. Pourtant, il est trop simpliste de penser ainsi, trop naïf aussi. Oui, croire que la seule parole imprégnée de vérité pourrait éclore et rayonner au cours d'un procès par le seul fait de son essence sincère est naïf. Tout comme il est naïf de croire que le silence de l'innocent est réellement d'or. Éric Dupond-Moretti écrit que les vrais innocents n'ont pas toujours grand-chose à dire, à part qu'ils sont innocents. Mais même pour ça, même pour clamer ce que l'article préliminaire du Code de procédure pénale pose pourtant comme un principe essentiel, primordial, présumé, la sincérité solitaire n'est pas suffisante. Il est nécessaire, indispensable pour un accusé de faire porter sa voix par quelqu'un d'autre, car une voix esseulée ne fait pas grand bruit dans le chahut d'un tribunal. Laure Heinrich, autre avocate illustre, définit ainsi son métier.
Qu'ils soient victimes, coupables ou innocents, l'avocat doit les défendre et convaincre des juges, mais pas seulement. Défendre, c'est aussi lutter contre l'appareil judiciaire, ses incohérences et ses jugements expéditifs. C'est porter leur voix qui n'est plus écoutée. Bien sûr que l'accusé est cuit lorsque son avocat n'est pas cru, puisqu'avocat et accusé sont soumis aux mêmes flammes. Défendre quelqu'un, ce n'est pas se tenir à ses côtés pour l'épauler. Ce n'est pas se placer derrière lui pour le soutenir. Ce n'est pas se placer devant lui pour le protéger. C'est se placer exactement à la même place que lui. Respirer d'un même souffle, battre d'un même cœur, et là, seulement là, porter la voix ou le silence de son accusé. Et ainsi, avoir une chance, à l'un comme à l'autre, de ne pas être cuit. Être avocat, ad vocatus, c'est être invoqué, c'est faire sienne et la cause et la voix de son conjurateur. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dissocier le sort, la cuisson de l'un et de l'autre. Voilà pourquoi vous êtes nécessaires, vous, étudiants en droit, vous, professeurs. Voilà pourquoi il faut des inscrits à l'IEJ, et pas seulement pour gonfler le salaire de son directeur. C'est parce qu'il faut des avocats pour que les accusés soient crus. Ce qu'il y a de meilleur dans l'avocat, c'est qu'il est là quand il n'y a plus personne, disait Philippe Dumas. Même si l'avocat n'est pas cru, lui, au moins, est là pour croire en l'accusé, pour le réhumaniser, pour entendre et faire entendre sa dignité. Alors, si à raison, Pierre Dac disait effectivement que l'accusé est cuit lorsque son avocat n'est pas cru, rappelons-nous, et je pense que cela relativisera un peu tous ses propos, qu'il disait également que les bons crus font les bonnes cuites. À la cuisine, aux accusés et aux avocats, l'union fait la force. Merci. Enfermé à double tour dans la tour d'ivoire de ton ignorance, tu vas t'effondrer comme les murs de Jéricho sous le poids de mon éloquence. Avec ce teint d'endive et ce sang de navet, chers contradicteurs, chères contradictrices, vous commencez à me courir sur le haricot, à raconter ces salades. Nous ne sommes pas des bonnes poires. On n'était pas là pour se prendre le chou, mais voilà, t'as ramené ta fraise. Alors je vais te secouer comme un prunier. Et Quentin le Pluard, le flagorneur du jour. Ok, t'as pris l'espace scénique, mais seulement pour cirer des ponts. Comment pouvez-vous être cru dans votre style tout droit sorti d'une licence en droit canonique, le seul cru et bu durant l'Eucharistie? J'exige le retour en cuisine de ce plat amèrement réchauffé. Soit, mes chers amis, ne nous attardons pas sur les Cédnains. Bien que je me retiens de pointer le simplet, attardez-vous plutôt sur Blanche-Neige. Oui, en toute modestie, je vous promets de vous rallier à ma thèse sur ce sujet juridico-culinaire. Un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru. Tonnerre de Brest, foutaise, n'en déplaise à Pierre Dac. Mais ne le blâmons pas, il disait de moins contestable. Être dur de la feuille n'empêche pas pour autant d'être mou de la branche. À bon entendeur. Quoi qu'il en soit, l'accusé peut être cuit à cause d'un bon cru, avec ou sans liqueur d'avocat. L'avocat cru n'empêchera pas l'accusé de cuiter. Prenez un un cuit sans fond, enfin doucement, l'espoir fait ivre. Même si son avocat ne l'a jamais cru. Et certes, les bons crus font les bonnes cuites, mais au prix où sont les crus, combien coûtent les cuites?
Enfin, à l'apéritif, par exemple, en guacamole ou en tarte, que l'avocat soit cru ou pas, c'est la cuisson qui importe. D'ailleurs, Jeanne d'Arc a bien dit aux Anglais, illustre gastronome, « Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite !» Un accusé est-il cuit quand son avocat n'est pas cru? Puisqu'il faut choisir, à mots doux je peux le dire, sans contrefaçon, la réponse est non. Pour convaincre, il convient d'appréhender le plus fougueux des cas de figure. Même si l'avocat est cru, l'accusé est cuit. Si l'accusé cuit dans les affaires judiciaires, comme on mijote simultanément dans huile, beurre, en ébullition ou à vapeur, même si l'avocat est cru, l'accusé, lui, est cuit. 2017, manière de le servir. Je pense que vous l'avez sarkozyment reconnu. Qui a osé? Ah, on avait dit pas de politique. Et pourtant, Talleyrand disait, en politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. À l'inverse de mes contradicteurs, ils ne sont pas crus, mais cuits. Je vous mange tout cru. À chair, à sang, à plume, à la façon de Barbe Bleue ou celle de Landru, qui faisait rôtir ses victimes. Vous êtes tombé sur un os. Ou bien, Monsieur Sagawa, vous savez, ce japonais qui a mangé sa petite copine à Paris. Si c'est pas une belle preuve d'amour, ça. Bébé, ce soir c'est sushi, mais le sushi, c'est toi. Ces accusés cuisinent et sont cuits. Leurs avocats, plaidant la démence, puissent-ils être crus, n'empêcheront pas l'accusé d'être cuit du ciboulot. Tout le monde mange assis à sa sauce, l'avocat est cru et l'asile cuit son cours. Même à la sauce pétainiste, par exemple, au hasard évidemment, Maître Collard. Et l'exemple de l'avocat davantage cuit que cru. Sauce bleu marine, s'il vous plaît. Il arrive aussi que les avocats soient cuits et crus simultanément. Une sorte de potimarron mi-cuit, mi-cru, corrompu et businessman, un Saul Goodman de Breaking Bad. Avec l'accusé, ils se mangent l'un l'autre. Ils ont la pêche, la patate, mais seulement pour courir après l'oseille. C'est la fin des haricots. Ils cuisent ensemble, sans matière première, à savoir la déontologie. On n'a plus savoir s'il faut être cru ou stratège pour être cru. Pourtant, en droit comme en cuisine, la préparation est primordiale. Mais alors, que l'accusé termine au feu de bois ou au bûcher, la défense, c'est faire feu de tout bois. Peut-on seulement la croire? Le rôle de l'avocat n'est-il pas parfois de s'arranger avec la vérité? Le noyau de l'avocat est-il digeste pour la société? À qui profitent les restes? Oui, je me pose des questions. Lorsque le sage cherche la vérité, l'imbécile l'a déjà trouvée. Qu'importe les concernés. Une réelle entente entre avocat et justiciable est capitale. Une attentive écoute. Paul Bismuth pourrait vous inventer les mérites. Le juge aussi écoute et surtout goûte. Il ne faut pas l'écœurer d'exception de nullité, l'empiffrer de mots, l'écœurer de pathos, ni le laisser sur sa faim. Ce n'est pas parce que la justice est aveugle qu'il faut lui faire avaler n'importe quoi. À mots doux, je peux le dire, sans contrefaçon, la réponse est non. Jeune commis d'office, ma plaidoirie te crispe. Le tisèvre breton souffle, entre deux embruns, ta thèse s'essouffle. Le tonnerre gronde, en Amphi 500, en Bretagne, terre de mes ancêtres. Coucou grand-mère, coucou grand-père. Oui, ils sont là, recueillant les faits divers les plus juteux de l'Hexagone. Quid de cet homme qui, après avoir lancé son ex-femme par la fenêtre, s'est sereinement servi un ballon de rouge en attendant les poulets? Quid de ce jeune sniffant de la fécule de pommes de terre à Astropolis? Quid de ce dieu qui, lors d'un festival étudiant, a réussi le pari de rentrer dans une poubelle souterraine? En velouté, en verrine, en mousse ou bien même cru, qu'importe à quelle sauce est apprécié l'avocat. Laissez ces accusés cuits, aussi cuits qu'ils boivent cru sec. Brest, terre de légende, forte de tes déviances, de ta vie nocturne endiablée, de tes petits F. Ô Brest, ma bro, je t'aime et pour cela, jamais je ne te jugerai. Brestois, je plaide pour vous. Si vous m'avez cru, soyez cuits.
Merci Arthur, merci Céline.